Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24. Alors, mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de la radio B24, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat des hommes intègres, une émission produite et réalisée par Burkina 24. Le débat des hommes intègres décrypte les grands sujets du moment et donne la parole aux spécialistes et aux acteurs pour éclairer l'opinion publique sur les questions irrédactives. Vous êtes nombreux à écouter Radio B24 à travers le monde et nous saluons au passage ceux qui nous suivent depuis le Kazakhstan, la Géorgie, la Roumanie, le Luxembourg, le Panama, le Porto Rico, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, pour ne citer que ces pays-là. Le débat des hommes intègres vous parle aujourd'hui du rapport entre les technologies de l'information et de la communication et la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Quel peut être le lien donc entre les TIC et la lutte contre la corruption au Burkina Faso? C'est ce que nous allons voir donc au cours de cette émission. Technologie de l'information et de la communication et lutte contre la corruption au Burkina Faso, tel est le thème du débat d'aujourd'hui. Et pour donc en parler, nous avons Ladji Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter, journaliste d'investigation. Monsieur Barthélémy Conseiro, ingénieur informaticien, conseiller technique du DG ANPTIC, président du TAC, donc comité anticorruption de l'ANPTIC. Monsieur Mamadou Drabo, contrôleur d'État, chef par intérim du département de lutte contre la corruption au niveau de l'ALCE-LCE. La présentation, l'animation et la réalisation de cette émission sont assurées par Bourama Lankwande. Alors, mais avant de dérouler donc les débats, nous allons préciser le rôle de chaque invité ici présent. L'autorité suprême du contrôle d'État et de lutte contre la corruption est un corps de contrôle produit donc régulièrement un rapport sur le fonctionnement et la gestion financière de l'administration publique. L'Agence nationale pour la promotion des TIC, ANPTIC, est une structure donc rattachée au ministère du développement de l'économie numérique et des postes. Elle a pour rôle de réaliser les grands projets TIC au Burkina Faso. Monsieur Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter, est un journaliste d'investigation. Il a reçu plusieurs prix dans le cadre de la lutte anticorruption. Pour commencer, chers invités, on constate de nos jours que les TIC sont entrés dans les habitudes des populations avec l'envahissement des marchés par donc les outils de plus en plus sophistiqués et accessibles aussi. Rares sont donc les personnes qui ne possèdent pas de téléphone aujourd'hui. 2, 3, voire même 4 ou 5 téléphones, en tout cas pour certaines personnes, avec donc les téléphones qui ont des fonctionnalités diverses sont socialement et économiquement utiles. Alors, parlez-nous donc de l'avènement des TIC, de cette aide de la communication, j'allais dire facile. Les TIC, c'est quoi d'abord, monsieur Conseiro de l'ANPTIC? Merci beaucoup de nous avoir associés à cette émission. Merci aux auditeurs. Disons que les TIC, technologies de l'information et de la communication, est l'intégration de plusieurs technologies, si on veut. Il y a l'informatique, on a les multimédias et les télécommunications. Par le passé, l'informatique était une spécialité à part. Les télécommunications qui servent à permettre aux gens de pouvoir communiquer à distance, ça c'était un domaine à part. Et dans les multimédias, notamment genre, ce que vous faites, les journaux, la télévision qui était à part. Mais on a vu en tant qu'avec l'évolution des technologies, des différents moyens, ces domaines convergent. Donc, on peut comprendre par la technologie de l'information et de la communication tous les moyens que les usagers peuvent utiliser pour faciliter leur vie, pour faciliter leur travail dans différents domaines. Alors, comment les TIC sont-elles plutôt entrées dans les habitudes des populations? Parce que je le disais tantôt, aujourd'hui, si on prend un citoyen lambda, alors on peut trouver quand même qu'il a au moins un téléphone portable. Il y en a qui en ont jusqu'à 5. Voilà. Disons qu'avec l'évolution, notamment de la téléphonie mobile, la pénétration a été beaucoup plus rapide et l'utilisation étant aussi facile, intuitif, ça fait que même ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, par exemple, pour l'informatique, il faut faire des études au moins universitaires. Moi, dans mon cas, quand je partais à l'université, il n'y avait pas d'école qui donnait des cours pour l'informatique. Il fallait arriver au supérieur pour apprendre l'informatique, les b.a.-ba. Ça demandait vraiment une formation, j'allais dire, assez poussée. Mais
actuellement, avec le téléphone, même ceux qui n'ont pas eu de formation, ne sont pas allés à l'école, disons, ils peuvent l'utiliser. Plus que juste appeler, ils peuvent envoyer des messages vocaux, disons. Voilà, donc ça fait que avec la facilité d'utilisation et le coût d'accès aussi qui va en baissant, plus la technologie monte et le coût descend. Je pense que tout cela a contribué à faciliter accès au plan financier et accès aussi par rapport à la capacité des utilisateurs à faire usage de ces moyens. Et disons que la technologie évoluant aussi, le téléphone qui servait juste à appeler, échanger des messages, on peut maintenant envoyer des textes, on peut envoyer des images, on peut utiliser le téléphone comme moyen de transfert d'argent et autres. Il n'y a vraiment pas de limitation. Donc je pense que toutes ces facilités ont permis qu'effectivement, de nos jours, tout le monde peut utiliser et quels que soient les lieux d'ailleurs. Justement, les téléphones avec donc l'évolution, les compatibilités, disons les fonctionnalités, on l'utilise aujourd'hui à d'autres fins que donc les fins initiales. Monsieur Bama, est-ce que le téléphone aujourd'hui vous servit dans votre travail en tant que journaliste? Et comment cela peut se faire? Bien sûr qu'il sert beaucoup dans ce travail-là d'information à plusieurs niveaux. D'abord, en tant qu'outil de travail, le téléphone il permet aux journalistes de communiquer avec notamment ses sources d'information, parce qu'un journaliste, c'est d'abord des sources d'information sans lesquelles on ne peut pas faire du journalisme. Alors donc, à partir de cet instant-là, le téléphone se présente comme en tout cas un élément fondamental sans lequel le journaliste il peut pas faire son travail de façon vraiment appropriée. Et ça facilite vraiment le travail à ce niveau-là. Sans compter que aussi le téléphone en tant qu'un terminal en tout cas qui permet aussi aux gens, comme le spécialiste en TIC l'a dit, et il peut aussi servir pour se connecter à l'internet, et du coup aussi les réseaux sociaux aussi se présentent à ce niveau aussi comme d'autres moyens aussi, et ça peut servir d'interface entre le journaliste et puis le monde, enfin la population. Et chez nous, par exemple, on constate que de plus en plus, des gens rentrent en contact avec nous à travers les réseaux sociaux pour nous présenter des situations sur lesquelles ils souhaiteraient qu'on puisse travailler, qu'on puisse apporter de la lumière. Donc, c'est vraiment vous dire à quel point le téléphone il est vraiment utile dans ce contexte. D'accord. En tout cas, en tant que journaliste, on utilise beaucoup donc, les téléphones et les technologies de l'information de façon générale. Est-ce qu'elles vous servent dans votre travail d'investigation surtout? Bien sûr, c'est comme je l'ai dit, ça sert à tous les niveaux. D'abord en tant qu'outil de collecte de l'information, aussi en tant qu'outil aussi pour pouvoir maintenir en tout cas le contact entre le journaliste et le reste du monde. Quand on sait que le métier d'information est toute une chaîne, une interaction qui est permanente entre le journaliste et tout le reste de son environnement. Et donc, à partir de cet instant-là, il faut qu'on puisse avoir un canal par lequel on puisse échanger les informations et aussi pouvoir diffuser ces informations. C'est à ce niveau que les TIC interviennent. Sans eux, c'est très difficile de pouvoir envisager le travail d'information. Exactement. Alors, le thème d'aujourd'hui donc, met en relation les TIC et la lutte contre la corruption. Et quand on parle de lutte contre la corruption, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption est en tout cas une référence. Alors, c'est une structure qui contribue donc à travers les activités à lutter contre la corruption ici au Burkina Faso. Alors, comment on peut définir la corruption selon vous, monsieur Drago? Merci vraiment de l'opportunité que vous me donnez et à travers ma modeste personne, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, vraiment d'échanger sur un sujet qui est vraiment d'une importance extrême. Et la corruption, pour la définir vraiment de façon simple, c'est quelque chose que plus ou moins tout le monde connaît. Voilà, mais on la définit vraiment de façon assez simple comme toutes sortes de déviances. Déviance par rapport vraiment à un pouvoir qu'on a reçu à des fins privées. Voilà, ça dit que c'est un détournement de pouvoir qu'on a reçu, pour lequel vraiment on a été recruté, pour lequel on est payé, pour servir d'autres fins que les fins pour lesquelles vraiment vous avez été nommé. Au niveau du code pénal, on définit la corruption comme vraiment le fait pour tout agent, un agent public, voilà, de solliciter, d'agréer des offres, des promesses
des présents, des cadeaux, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa profession qui est non sujet à un salaire. Voilà, c'est-à-dire que c'est utiliser sa fonction, c'est abuser de sa fonction pour vraiment se faire octroyer des sous, etc. Par rapport à quelque chose qu'on fait de façon normale, puisqu'on est là pour faire ça. Alors, monsieur Conseil-Vous, une compréhension de la corruption à votre niveau? Je pense que la définition que le représentant de l'autorité supérieure de contrôle d'État a donnée est la bonne. Peut-être moi, en français facile, j'allais dire, c'est le fait, par exemple, pour un agent public de prendre une récompense, qu'elle soit en nature ou en espèces, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, de sa fonction première, fonction ou mission pour laquelle l'État lui paye un salaire. Voilà. Donc, en fait, le service public qu'il donne aux autres, normalement, il n'a pas à reprendre quelque chose. Voilà, c'est pour cela que l'État lui paye. Donc, pour moi, simplement comme ça. Maintenant, ça peut être passif comme ça peut être actif. Actif, ça veut dire que c'est l'agent qui suggère qu'on lui donne, qu'on le récompense. Voilà, mais passivement, tu peux être là et quelqu'un vient, tu lui rends service, honnêtement, même s'il ne dit pas merci, il n'y a rien à... Il repart, au revoir. Même s'il ne dit pas au revoir, ce n'est pas grave. Mais le gars, il trouve que c'est nécessaire de te donner quelque chose pour te motiver, bon, parce que tu as été gentil. Il y a des gens qui le font. Bon, à ce moment, si tu le prends, c'est passif. Tu n'as pas été actif, tu n'as pas suscité, mais tu l'as pris. Eh ben, c'est là que, au niveau, par exemple, des CAC, on fait sensibilisation pour nous, particulièrement à nos camarades, à nos collègues, que même si c'est passivement, il faut expliquer à l'autre que non, c'est ton travail comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, monsieur Bama, monsieur Conseil-Vous vient de dire que en fait, la corruption, ou du moins dans la définition de la corruption, on a parlé plutôt d'agent public. Est-ce que la corruption existe seulement dans l'administration publique ou bien on peut aussi la ressentir au niveau des structures privées? Naturellement, la corruption, elle ne peut pas être que dans la sphère publique seulement. La corruption, elle est dans toute la société, que ce soit dans le privé ou le public. Comme il a donné la définition, partout où on peut se faire payer pour faire quelque chose qu'on aurait dû faire naturellement, ou bien pour éviter de faire quelque chose qu'on aurait dû faire, c'est de la corruption. Et la corruption, elle est tellement vaste qu'il est difficile de la cantonner dans un secteur comme ça. Et puis aussi, elle couvre tous les domaines de la vie pratiquement. On parle de corruption des mœurs et tout ça, la corruption morale, c'est pas que de l'argent seulement, c'est tellement vaste que bon, vraiment, on ne peut pas dire que c'est au niveau du public seulement. Elle est partout, la corruption. Alors, vous avez en tout cas reçu plusieurs prix dans le cadre donc, de vos écrits qui en tout cas dénoncent la corruption. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ampleur donc, de la corruption au Burkina Faso telle que vous la voyez? Oui, effectivement. Moi, j'ai toujours dit que souvent, quand je parle, les gens trouvent que je suis trop nihiliste ou en tout cas, je suis pessimiste. Et souvent, on entend dire que non, avec la lutte, on sent que la corruption est en train de reculer au Burkina. Mais moi, en tant que journaliste qui travaille beaucoup sur cette question-là, à mon niveau, j'ai toujours trouvé que la corruption gagne toujours du terrain au Burkina. Contrairement à ce que les gens disent souvent, qu'elle recule. Moi, quand je regarde, malgré tout ce qu'on fait, au jour le jour, la corruption continue de gagner du terrain. Et elle est tellement subtile que souvent, on peut même la vivre sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que plus on lutte contre elle, on a l'impression que les gens qui sont adeptes de cette pratique-là, eux aussi ils innovent dans leur pratique de telle sorte que souvent même, de plus en plus on a quand même à banaliser la corruption pratiquement, et ça fait que souvent on pense qu'il n'y a plus de corruption alors qu'on la vit, on est dedans au jour le jour. Donc vraiment moi, en tout cas, moi quand je regarde tel que les choses se passent, je ne vois pas où ça recule. Bien au contraire, moi je pense que la corruption continue de gagner du terrain dans nos pays. Et regardez par exemple, moi j'étais ahuri quand j'ai vu dans le dernier rapport de la SCE par exemple des structures jusque-là qu'on avait insoupçonnées, où on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait avoir des pratiques de ce genre. Moi j'étais surpris de voir par exemple la grande chancellerie qui était épinglée. Moi j'ai dit mais des structures comme ça où c'est des gens qui devaient incarner la vertu, ceux même qui décorent les gens. Mais si là-bas on peut avoir ce genre de pratiques là, mais où on va? La société est vraiment en déperdition, franchement. Alors, la semaine dernière, nous avons reçu ici, dans le cadre donc, du débat des hommes intègres, qui avait traité de la question de la corruption également, c'est-à-dire l'apport des OSC. Nous avons donc reçu en son temps
le secrétaire exécutif du RENLAC, M. Claude Weta. Alors, nous lui avons posé la question de savoir est-ce que la corruption gagne en terrain, en tout cas en termes d'ampleur. Lui, il s'est posé en fait en retour la question de savoir est-ce que c'est la corruption qui gagne du terrain ou alors les dénonciations qui gagnent en fait en ampleur. Parce qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on parle plus de la corruption peut-être qu'avant. Est-ce que c'est la corruption elle-même qui galope davantage ou c'est les dénonciations, monsieur Conseil? Je pense que, comme dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Si on dénonce, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Nous, dans le cadre du comité anticorruption, la SE nous a formés. Il y a ce qu'on appelle les dénonciations calomnieuses. C'est-à-dire que tu n'aimes pas quelqu'un ou tu sens qu'il va être nommé quelque chose, tu inventes des choses sur lui. Mais ça aussi, il y a des sanctions sur ça. Et généralement, je pense que, je ne sais pas si on a dépénalisé de la presse là. C'est-à-dire que si on fait des choses, dit des choses qui ne sont pas vraies, dans le sens de salir l'honneur de quelqu'un, dans la loi anticorruption, je pense qu'il y a des choses qui sont prévues contre ces gens de dénoncer. Donc je me dis que si les gens continuent de parler, de dénoncer, c'est qu'il y a du vrai. Et lui, il vient de dire que dans le rapport de la SE, on a osé, je dirais ça, et citer la grande chancellerie. Le débat des hommes intègres, c'est tous les dimanches de 14h à 15h sur votre radio en ligne, la radio B24. Donc, des institutions républicaines vraiment respectueuses, si on écrit, c'est qu'il y a quelque chose. Maintenant, peut-être ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'actuellement, avec les outils modernes, ne serait-ce qu'avec le téléphone, tu vois quelque chose, tu peux balancer ça à plusieurs presses. Public, écrit, privé, etc. Donc, les moyens de dénonciation sont beaucoup plus répandus et j'allais dire beaucoup plus faciles, qui peut être anonyme parce que moi, je veux créer un compte électronique pour envoyer des messages avec un nom qui en rien ne fait penser à moi. Dans l'adresse électronique. Oui, tout à fait. À fait. Je crois qu'on est en train d'entrer dans les questions à venir. Monsieur Draveau, vous, au niveau de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, vous sortez régulièrement un rapport sur les manquements justement de gestion financière de l'administration publique. Oui. Cela veut dire que vous faites des études. Est-ce que vous convenez avec les autres que la corruption a pris des ailes? Bon, c'est une question qui n'est pas facile, mais on ne peut pas nier aujourd'hui ces points de vue-là. Voilà, surtout quand on voit un peu l'ampleur du phénomène. Il faut vraiment le situer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une définition de la corruption qui est beaucoup plus large, qui n'est pas seulement la petite, la grande corruption, le fait vraiment de monnayer quelque chose, mais la corruption prend d'autres aspects tels que la corruption dans la commande publique, même l'absentéisme est aujourd'hui intégré au niveau de la corruption, le népotisme, le favoritisme. Les cadeaux sont interdits aujourd'hui. Celui qui s'adonne à ça, c'est comme s'il s'adonne à un acte corruptif. Donc on peut, au vu de l'élargissement d'abord du champ de la corruption et au vu également aussi de l'évolution, parce que la corruption est liée surtout à l'effritement des valeurs. Tout ce que nous avons comme valeurs morales et spirituelles qui faisait qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, en tout cas nos dévanciers, vraiment, ils étaient beaucoup plus sobres, ils étaient beaucoup plus intègres, ils étaient beaucoup plus honnêtes. On les voyait à travers les trains de vie. Voilà. Mais quand on se ramène à notre époque, bon, vraiment, en tout cas, les clignotants que nous voyons, les indices que nous voyons, en tout cas, donnent à penser qu'aujourd'hui, le phénomène vraiment connaît un progrès vraiment, malheureusement. Bon, la lutte aussi vraiment est actuellement dans une phase vraiment qui est très avancée par rapport à ce qu'elle était. Voilà. Avant, on ne parlait pas, la corruption était comme un sujet tabou. Aujourd'hui, il est sorti au grand jour et on est en train d'en faire une cause nationale. Voilà, parce qu'on sait que vraiment notre survie, si on veut vraiment survivre encore des années, il faut que vraiment on prenne à bras le corps la lutte contre la corruption, qu'on essaie vraiment de la réduire et sinon l'éradiquer. Alors, Monsieur Draveau, vous avez tantôt évoqué en fait la corruption sous diverses formes. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails? Bon, la corruption, oui, la convention aujourd'hui de Vienne, la convention internationale des Nations Unies sur la corruption, qui est vraiment le référentiel le plus important en matière de la lutte. Bon, nous aujourd'hui, on a une loi 04
qui s'inspire même de cette corruption. Donc cette corruption aujourd'hui et cette convention parle de corruption et des infractions assimilées à la corruption. Parce que c'est un concept qui est difficile à définir. Si vous voyez aujourd'hui la définition de notre code pénal à travers les articles 57 et autres, qui tend à confiner la corruption au niveau de la fonction publique, puisqu'elle parle de la corruption des agents publics. Or, on sait aujourd'hui que même les agents privés sont également aussi acteurs de la corruption. Donc la corruption également aussi dans le secteur privé. Donc, d'où vraiment l'élargissement de la définition au niveau des Nations Unies pour prendre en compte la corruption telle qu'on l'a définie, mais pour prendre en compte d'autres agissements qui sont vraiment assimilables. Voilà, par exemple, quelqu'un qui va fausser le jeu au niveau de la commande publique, des marchés publics. Généralement, ce n'est pas des choses qui se font de façon gratuite. Donc, il y a derrière ces agissements vraiment des intentions. Là, on parle donc de la grande corruption en ce moment. Bon, la grande corruption, selon les spécialistes, il oppose à la petite corruption, qui est la corruption des raquettes. Comme on voit, des gens qui prennent des sous d'État pour recevoir des dossiers, etc. Ça, c'est vraiment une corruption assez courante. Mais la grande corruption, c'est la corruption vraiment au niveau de nos administrations, des marchés publics. Ça fait partie de la grande corruption. Voilà, la corruption vraiment des délinquants à col blanc, comme on le dit. Voilà, donc ils sont à un certain niveau de responsabilité et qui peuvent vraiment, à travers leurs décisions, poser des actes vraiment qui vont dans le sens de la corruption. Et il y a même la corruption, un autre troisième niveau du crime organisé, voilà, auquel on assiste aujourd'hui. On crée des situations difficiles dans un pays, ça peut être une guerre, ça peut être d'autres choses, voilà, pour pouvoir exploiter les richesses même de ces pays-là. Parce que quand tout ne fonctionne pas, voilà, les gens peuvent vraiment facilement s'adonner à certaines activités vraiment qui ne vont pas être réprimées, quoi. Ok, merci bien. Nous allons marquer une petite pause musicale donc avant de revenir à notre sujet. Merci. Qu'est donc devenu mon garçon? Il s'appelle Norberto. Devenu mon petit, il s'appelle Ernesto. On l'a tué et brûlé à Saint-Louis. Alors, retour ici en studio de Radio B24 sur le thème du jour, technologie de l'information et de la communication et lutte contre la corruption au Burkina Faso avec nos invités, Monsieur Lagui Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter, journaliste d'investigation, Monsieur Barthélémy Concebo, ingénieur informaticien, conseiller technique du directeur général de l'ANPTIC, l'Agence nationale pour la promotion des TIC, président du comité anticorruption de la même agence, Monsieur Mamadou Drabo, contrôleur d'État, chef par intérim du département de la lutte contre la corruption au niveau de l'ALC-LC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption. Alors nous signalons aussi au passage que nous avions invité la direction générale des services informatiques du ministère de l'économie qui n'a pas donc répondu présent, et aussi la Cour des comptes que nous n'avons pas pu joindre au dernier moment. Chers invités, quel est le lien qu'on peut donc établir entre les technologies de l'information et de la communication et la lutte contre la corruption aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que les TIC peuvent contribuer à lutter, ou du moins à combattre la corruption au Burkina Faso, messieurs de l'ANPTIC? Je répondrai par l'affirmatif en disant qu'avec les nouveaux moyens, les gens ont une facilité pour dénoncer. C'est-à-dire que l'anonymat peut être garanti. Voilà, c'est-à-dire que si c'est une dénonciation que tu veux faire vraiment pour sauver une situation, tu n'as pas besoin de te faire voir. Tu peux créer un compte électronique anonyme, envoyer, quitte à l'autorité de vérifier la véracité des choses ou pas. Nous, à l'ANPTIC, par exemple, on a créé une boîte à idées qu'on a fixée à l'entrée de la porte de service. On a informé nos collègues. On a eu une rencontre avec les acteurs du secteur et on les a informés. Celui qui a quelque chose, il peut écrire, venir glisser, comme il peut imprimer. Vous voyez, si j'écris à la main, on peut deviner mon écrit. Mais si c'est imprimé, c'est assez neutre. Est-ce que vous voyez? Pareil, quand j'envoie un mail,
Si j'envoie un texto, tout ça, bon, c'est vrai que là, en cas de besoin, par exemple, de fausse dénonciation, on peut remonter avec les numéros pour retrouver qui a utilisé. Mais je vais dire qu'on a vraiment beaucoup de facilité. Et encore qu'il y a genre des formulaires où tu n'as pas besoin de t'identifier pour pouvoir envoyer si tu as à dénoncer. Donc, pour moi, je pense que ça peut aider beaucoup, étant entendu que ceux qui peuvent dénoncer et peuvent le faire de façon discrète. Voilà, il y a les réseaux sociaux qui font que souvent les gens pensent que les choses sont cachées, les gens ne sont pas au courant et ils se rendent compte qu'il y a un temps de mouvement. Dès que c'est sorti, tout le monde est informé de tes malversations. Donc pour moi, je pense que ça peut aider beaucoup à lutter contre la corruption. D'accord. Monsieur Bama, l'apport d'éthique dans la lutte contre la corruption, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Les deux vont vraiment ensemble parce que moi j'allais dire même sans l'éthique, il est quasiment difficile de pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Et quand je prends par exemple le cas que je connais le mieux, qui est le cas de la presse par exemple, tout ce que nous on fait comme contribution, on n'a pas comme contribution dans cette lutte-là, c'est à travers l'éthique. La plupart de ce que vous voyez dans les journaux comme dénonciation de la corruption, c'est grâce au TIC. Par exemple, quand vous voyez par exemple qu'un journal a écrit, je prends un exemple banal, à dénoncer une situation de corruption au ministère, par exemple, de l'économie et des finances, le journaliste ne travaille pas là-bas. Le journaliste qui a donné l'information, il n'est pas là-bas. C'est forcément quelqu'un qui est là-bas qui va forcément faire sortir cette information pour le journaliste. Et le meilleur canal pour cette personne pouvoir communiquer avec le journaliste, tout en sachant le contenu qu'il a évoqué tantôt, c'est avoir en tout cas un canal sûr pour pouvoir donner cette information sans que lui-même, ça ne puisse lui porter préjudice aussi. Et très souvent, le téléphone se présente comme en tout cas un moyen en tout cas qui facilite cette interaction-là. Ou aussi les mails, et il y a aussi les numéros verts, souvent avec, on a vu ça avec le RENLAC par exemple. C'est des moyens qui sont comme ça mis à disposition des gens pour pouvoir dénoncer des situations de corruption. Donc c'est pour vous dire vraiment que l'éthique et la lutte contre la corruption, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble. Alors, dans le cadre donc, de vos investigations, est-ce qu'il est arrivé justement de faire donc, usage donc, de ces technologies de l'information là, pour avoir une information cachée? Oui, bien sûr. Tout le temps on le fait. Par exemple, le cas qui me revient à l'esprit tout de suite, vous avez dû suivre par exemple en 2015 ce problème que le gouvernement de la transition a eu à son début avec un ministre qui avait été nommé, qui a été contesté, qui a dû démissionner par la suite. Figurez-vous que les faits ne se sont pas passés au Burkina, c'est aux États-Unis que son problème a eu lieu. Il a été condamné là pour des questions de corruption. Mais c'est à travers l'éthique que moi qui ai traité cette affaire-là, je suis rentré en contact avec la justice américaine pour ressortir des dossiers dans leur base là-bas qui montrent que le monsieur il avait vraiment commis des gaffes là-bas, qui a été condamné, les décisions de justice et tout ça. C'est à travers le net que j'ai pu rentrer en contact dans leur base là-bas pour retirer les décisions de justice qui datent depuis les années 96 ou 97 par là. Et c'est vous dire que sans Internet, ça n'est pas possible. D'accord. Monsieur Drabo, au niveau de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, est-ce que vous mettez donc à contribution l'éthique dans vos activités de lutte contre la corruption? Merci. Je crois que l'éthique aujourd'hui, parler de leur utilité pour la société, c'est une évidence. Leur utilité également dans le cadre de la prévention et la lutte contre la corruption est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que sans l'éthique aujourd'hui, même la lutte contre la corruption serait handicapée pour des raisons que les autres ont soulevées. Mais il y a d'autres raisons aujourd'hui, parce que la lutte contre la corruption a un axe important qui est la prévention. C'est-à-dire que prévenir même déjà les faits corruptifs est aussi important, sinon même peut-être même plus important que la lutte contre la corruption. Parce que la corruption, c'est un pacte secret. Ce n'est pas quelque chose qui se voit dans la rue, etc. C'est quelque chose qui se fait discrètement. Donc lutter contre ce phénomène-là est encore plus difficile. Voilà. Donc, mais au niveau de la prévention, si on renforce les dispositifs, parce que vous voyez par exemple, si on prend aujourd'hui notre économie en train de se moderniser, prenez le circuit de la recette, prenez le circuit de la dépense. Voilà. Donc il y a beaucoup de procédures qui sont en train de s'informatiser dans le cadre même aussi de la prévention. Non seulement ça facilite un certain nombre d'actions, d'activités, mais ça prévient surtout les actes corruptifs. Si vous prenez par exemple aujourd'hui au niveau des impôts, ils sont en train de mettre en chantier les systèmes de paiement électronique, les systèmes de déclaration
communication électronique qui vont réduire les occasions de contact des usagers avec les agents. Voilà. Au niveau du circuit de la dépense publique, ça c'est déjà même en marche. C'est ce qui nous avait amené aussi à inviter la DGSI, donc le chargé donc de la gestion de ces différents réseaux-là. Et malheureusement, ils ne sont pas là. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment des moyens importants. Si on ne renforce pas nos dispositifs au niveau des TIC qui vont vraiment inverser un certain nombre de procédures. Si vous prenez la corruption aujourd'hui, c'est pas que le blanc est différent du noir, mais les dispositifs qui sont là-bas, les technologies qui permettent vraiment de rythmer la vie là, sont à un tel niveau qu'il y a forcément la transparence. Donc les contournements tout de suite se remarquent. Voilà. Il est difficile de s'adonner à la corruption dans ces pays-là que dans les nôtres, parce qu'il y a une transparence, il y a une traçabilité. Par exemple, nous on a encore une économie du cash où l'argent circule beaucoup. Pour arriver à réduire ça, à passer par le système bancaire qui rend transparent les choses, qui rend les choses contrôlables. Voilà. Donc en cela, vraiment, l'éthique là, vraiment, l'importance n'est plus à démontrer. Au niveau de l'ASE, nous, dans nos attributions, nous recevons et nous traitons les dénonciations et les plaintes en matière de corruption des usagers par rapport à la corruption de nos administrations. Mais les moyens qui sont généralement utilisés, c'est les écrits, ça c'est de plus en plus même rare. Mais aujourd'hui, c'est le téléphone que les gens utilisent, c'est les mails que les gens utilisent. Voilà, ça garde la confidentialité, ça évite même d'exposer les dénonciateurs. Alors, mais est-ce que concrètement, au niveau de l'ARC, c'est le cas que vous utilisez justement? Bon, on l'utilise. Actuellement, on l'utilise et on va l'utiliser de plus en plus parce que dans le cadre de la prévention de la corruption, vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui a acté quelque chose qui est important, c'est la déclaration d'intérêt et de patrimoine, donc à laquelle vont être assujettis bon nombre d'autorités de ce pays, bon nombre de hauts fonctionnaires, bon nombre d'agents publics comme privés. Donc forcément, vraiment, cette activité ne peut être gérée de façon efficace que par vraiment les logiciels, c'est-à-dire qui permettent déjà même que les gens puissent faire ces déclarations-là en ligne, va vraiment aider à l'efficacité de la chose. Donc il y a beaucoup, en tout cas, d'activités qui nous obligent aujourd'hui vraiment à faire une ouverture, à faire une grande place même au TIC dans le cadre même de la prévention et de la gestion des activités au niveau de l'ASE. Alors, merci M. Drabo. Alors l'ANP-TIC a pour mission donc la mise en œuvre, donc la réalisation des grands projets TIC au Burkina Faso. Est-ce que dans ce sens-là, il y a des projets de renforcement justement de la télécommunication, du moins disons des TIC de façon générale au niveau de votre ministère du développement de l'économie numérique et des postes? Je pense que c'est là même sa mission. Disons qu'avant d'être agence nationale, on était une direction générale attachée au ministère en charge des TIC, où on élaborait les politiques TIC de l'État et aussi on pensait à la définition du cadre juridique du cyberespace national. Voilà, parce que comme lui il disait, c'est-à-dire que même s'il y a des infractions qui sont commises, si elles ne sont pas clairement définies dans le code pénal et comment on les sanctionne dans le code de procédure pénale, ça fait que c'est difficile. Donc il y a le cadre juridique même qu'il faut compléter. Et je pense qu'il y a des documents qui avaient été élaborés depuis un certain temps, mais qui jusqu'à présent n'ont pas encore pu être intégrés dans notre dispositif juridique, j'allais dire. Donc ça, c'est des choses qu'on continue de poursuivre. Après le cadre juridique, il y a l'infrastructure. Pour que, par exemple, les gens puissent appeler, que ça soit fluide, que l'Internet, qu'il n'y ait pas de coupure, que ça ne soit pas très lourd à télécharger. Il y a des choses qu'il faut faire. Voilà, c'est de cela que je parle de l'infrastructure. Que ce soit en fibre, que ce soit sans fil. Voilà, il y a des choses qu'il faut faire. Donc, on est là-dessus. Il y a plusieurs projets. Certainement, vous avez déjà entendu parler du backbone national, du G-Cloud, du BKF 21, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des projets qu'on est en train de mener pour... Et certains projets, c'est en collaboration avec d'autres directions, d'autres structures de l'administration, on n'est pas sur les mini, voilà, pour que l'infrastructure soit vraiment correcte, pour que les communications puissent être fluides.
Après cela, maintenant, il y a la dématérialisation, les applications qu'il faut définir. Et au niveau de la cyberstratégie sectorielle e-gouvernement, je pense que l'axe 3, notamment qui traite de cela, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir toutes les structures de l'administration, les applications qu'il faut faire pour appuyer les métiers. Et je pense que les structures de contrôle dont l'autorité supérieure en ce temps, je pense que c'était ASE quand on élaborait les stratégies, voilà. C'est un cas qu'ils ont ajouté la lutte contre la corruption. Voilà, je pense sous la transition. Hein. Voilà, il y a les inspections des finances, il y a les inspections au niveau des différents ministères, et il y a la Cour des comptes. Voilà, il y a des choses qui sont prévues pour les permettre de suivre les choses en temps réel, d'avoir les statistiques, de pouvoir, même je pense au niveau de la grande chancellerie, je pense qu'il y a une fiche projet qui les concernait aussi, effectivement, pour que par exemple on n'ait pas, on ne décore pas quelqu'un aujourd'hui et on se rend compte que en fait il y avait quelque chose qui le concernait, qui devait le disqualifier. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup d'applications qui sont prévues pour cela et pour tous les ministères. Et après cela, disons que on prévoit le renforcement des capacités des agents même de l'administration pour qu'ils puissent faire usage de ces TIC-là et aussi une stratégie pour la gestion du changement. Parce qu'il y a des gens qui, dans leur tête, si les TIC sont vraiment, le pays est vraiment tiqué, tout le monde est dedans, ils pensent qu'il y a des avantages qu'ils peuvent perdre. Ou bien peut-être il y a des carences à leur niveau qui vont venir en plein jour. Donc il y a des gens qui rament à contre-courant. Et après cela, quand, nous à notre niveau, on avait pensé qu'on peut par exemple essayer de caresser les gens dans le sens des poils, c'est-à-dire que donner des gratifications. Par exemple, si on veut te nommer, c'est des gens qui ont même qualification. Celui qui connaît l'éthique, qu'on le favorise encore plus. Mais à un certain moment, ça sera l'effet inverse. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, en fait, tu risques d'être mis en marche. Voilà, donc après les agents de l'administration, on a pensé à un axe aussi concernant la vulgarisation pour l'ensemble de la population. Parce que si le cadre juridique est propre, si l'infrastructure est clean, si les applications sont développées et puis c'est OK, et que les agents publics sont vraiment tickés, ils peuvent bien faire usage, offrir les services qu'il faut. Il faut que les usagers eux-mêmes aient les capacités et l'accessibilité au niveau financier, au niveau même technique, voilà, spatial. Donc on a pensé même à avoir des centres communautaires d'accès pour que ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir eux-mêmes personnellement, ils puissent avoir des coins non loin de ceux où ils peuvent aller accéder et faire usage. Donc vraiment, on a réfléchi à ça. Maintenant, pour la mise en œuvre, l'ANPTIC notamment, c'est ce qui est opérationnel, c'est-à-dire que l'infrastructure, les applications, on intervient aussi un peu dans la promotion, la vulgarisation, étant entendu qu'on a un secrétariat permanent en charge de la Semaine nationale de l'Internet, c'est eux qui font plus ça, plus d'autres directions générales au niveau du ministère même, et en particulier aussi pour la normalisation, voilà. Donc nous, c'est essentiellement ce qui est opérationnel et on est là-dessus. Je peux dire, peut-être le souci, c'est faire en sorte que tout le monde accepte d'entrer dans l'éthique en commençant par la tête. Ça, je vais citer un exemple, une application qu'on a conçue avec l'appui de l'UT, qu'on appelle projet e-conseil du ministre. C'est-à-dire que dans le processus de la tenue du conseil du ministre, depuis l'initiation des dossiers jusqu'à traitement après conseil du ministre, on a essayé de dématérialiser cela. Je pense que l'application est prête depuis 2013, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore on l'a pas encore utilisé. Je pense qu'il y a eu un conseil du ministre à Blanc qu'on a fait en 2014, mais après ça, l'application est OK, les serveurs, on a formé ça c'est depuis comme il y a eu beaucoup de changements, on a eu à former à plusieurs reprises et nous on pense et on souhaite, on demande vraiment que, par exemple, le gouvernement puisse effectivement faire usage de cette application. Eux-mêmes, ils vont voir l'intérêt, la facilité, l'apport, l'impact. Et si les ministres même sont tickés, je pense qu'à travers eux, les autres, ils peuvent maintenant rentrer. Et tout ce qu'on veut faire avec là, ça va beaucoup faciliter. D'accord. Alors, merci bien, monsieur Bama, en tant que journaliste, souvent, en tout cas, le problème, la principale difficulté qu'on a, c'est surtout la fluidité de la connexion. Est-ce qu'avec les explications que monsieur Concevo vient de donner, lié donc au projet TIC,
de son ministère. Est-ce que les difficultés des journalistes que nous sommes en matière d'utilisation, par exemple, d'éthique pour contribuer à la lutte contre la corruption sont en train d'être anéanties? Je peux parler des difficultés. Ben oui, si, tel qu'il a présenté, si tout ça arrive à être concrétisé, je pense que ça va vraiment faciliter la chose parce que faut savoir qu'aujourd'hui, comme vous le dites, c'est vraiment une grosse difficulté. Le problème, par exemple, de la qualité de la connexion est tel que vraiment, souvent, c'est infernal. C'est infernal souvent de travailler avec des connexions souvent. Et je pense que même l'autorité doit pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là. Et je pense que ça va même au-delà de l'infrastructure dont il parle. Moi, je pense qu'il y a aussi une question de mauvaise foi aussi qui est dans tout ça, avec surtout nos compagnies de téléphonie mobile ici au Burkina. Souvent, on voit des gens, je ne sais pas, de la fausse publicité qu'ils font, tu vois qu'ils sont à 3G, combien, 3G 75, mais tu prends, mais tu te demandes si tu as même et on a même un 1G. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Et ça fait que tu peux payer tes mégas, comme on dit, pour te connecter, et on te donne un délai pour pouvoir les utiliser. Souvent, tu veux te connecter, tu te connectes en 20, jusqu'à ce que le délai arrive. Et on te rate ça. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, je trouve que c'est une injustice quand même qu'on fait aux gens. Et je pense que là, il faut que l'autorité puisse voir aussi à ce niveau. En attendant que la structure dont il parle puisse se mettre en place, il y a de l'ordre à mettre à ce niveau-là aussi pour pouvoir faciliter la tâche aux gens. Le débat des hommes intègres, c'est tous les dimanches de 14h à 15h sur votre radio en ligne, la radio B24. Participez à l'émission en tapant sur www.radiob24.com. L'éthique peut bien contribuer à la lutte contre la corruption. C'est une réalité, en tout cas au regard des développements que vous venez donc de faire. Il est aussi donc question de se demander si l'usage de cette éthique-là, selon justement l'objectif, ne peut pas contribuer justement à ce que les gens pratiquent plus la corruption. C'est-à-dire le sens inverse, je veux dire. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il y ait l'accessibilité aux TIC plus grande ne peut pas quelque part amener les gens à pratiquer la corruption? Monsieur de l'ASC. Merci. Bien sûr, hein, ce sont des outils, ce sont des moyens qu'on peut utiliser dans le bien, que malheureusement, comme d'autres peuvent l'utiliser aussi dans le mal. Aujourd'hui, on parle de cybercriminalité, une criminalité qui est en train de vraiment gagner du terrain. Et cette criminalité-là, son support, c'est un peu l'éthique. Les TIC ne sont pas faits pour ça, mais il y a un détournement d'objets vraiment de ces moyens qui sont utilisés. C'est pourquoi pendant que vraiment il faut utiliser les TIC dans le cadre de la lutte contre la corruption, il faut faire en sorte aussi que les TIC-là ne servent pas à d'autres usages malveillants. Je crois que vraiment c'est les deux challenges là que nous devons, nos autorités doivent tenir vraiment, pour que vraiment la chose soit utile vraiment dans le bon sens et pas dans l'autre point. Effectivement, j'ai suivi un reportage, je ne sais pas si c'est hier ou bien avant-hier encore, des malfaiteurs qui utilisent justement les TIC pour soutirer de l'argent à d'éventuels chercheurs d'emploi. Je crois que il s'agissait de la mine de Perquois. Ils faisaient donc, ils demandaient à leurs victimes, bien sûr tout en leur promettant de l'emploi au niveau de la mine, de débourser une somme via donc le transfert par les réseaux de téléphonie, c'est-à-dire Orange Money ou bien Novicat, pour se faire inscrire. La police les a démasqués, je crois, dans le centre-ouest. Et même après les avoir arrêtés, quand ils ont récupéré les téléphones, les transferts d'argent se faisaient toujours. Ah bon? Oui, c'est ce que j'ai constaté au niveau de reportage, et même au niveau de... Il n'est pas rare de recevoir des mails de personnes se disant, bon, travailler quelque part en Europe ou bien en Amérique et qui promettent du boulot, vous demandent votre CV en ligne. Est-ce qu'il est possible, monsieur Conseil, de travailler à éradiquer ces genres de pratiques? À ce niveau, je dirais que nous, ce qu'on fait, c'est un peu la sensibilisation et la prudence. Je sais, dans le cadre de la Semaine nationale de l'Internet, on a déjà eu plusieurs thèmes, notamment avec les jeunes, les garçons comme les filles. Les garçons, pour peut-être les canulars et autres, où on te dit de faire ça pour qu'on te paye ça. Moi-même, personnellement, on m'a déjà tenté comme ça. J'ai été sélectionné pour une loterie, quoi. On me demande d'envoyer ça à tel cabinet d'avocat ou quelque chose comme ça. Voilà, si tu n'es pas prudent, au départ, ça peut paraître alléchant. Donc, c'est vraiment d'être prudent. Et nos sœurs, beaucoup, ils pensent trouver l'amour de l'autre côté. Voilà.
Ça aussi, vraiment, moi je pense que c'est la prudence. Et même des grandes personnes où on dit que voilà, il y a une connaissance. Tu sais par exemple que tu as ton ami qui a voyagé ou que ton collègue qui a voyagé. Tu sais qu'il a voyagé dans tel pays et puis on t'envoie un message pour dire qu'il est... Bon, il se met dans la peau du gars, il dit voilà, il est en difficulté. Donc, il faut que tu puisses avoir un autre moyen pour le joindre, pour t'assurer avant de faire. Mais, bon, dans le cas dont vous parlez, par exemple, là où ça peut être rassurant, où ça doit faire moins peur, c'est qu'on peut, par exemple, tu utilises les puces des opérateurs pour faire les transactions avec les porte-monnaies électroniques. Au moins, là, on peut le suivre. Puisque, et je pense qu'il y a l'autorité de contrôle des communications électroniques. Si ils donnent des instructions avec la justice, on peut avoir c'est à quel numéro c'est parti, qui a pris le numéro. Et là où on insiste davantage pour la prudence, c'est qu'effectivement, il y a certaines mesures qui ne sont pas mises en pratique totalement. Je pense que c'était dit que normalement, pour payer une puce, il faut que tu t'identifies. Mais on continue de voir nos amis là qui sont au bord de la route qui vendent les puces comme des cacahuètes. Voilà, tu peux payer. Moi-même, j'ai été hors du Burkina dans un pays où j'avais un séjour de à peu près une semaine. J'ai pris une puce, je ne me suis pas identifié comme j'avais juste... Eux, dans ce pays, ils donnent 2 semaines. Si tu ne t'identifies pas, on coupe. Mais bon, comme moi j'avais un séjour d'une semaine, et on avait des difficultés et on n'a pas de temps pour aller dans les services officiels pour aller s'identifier. Et j'avais besoin vraiment de communiquer. Bon, quand il y avait la possibilité, j'ai pris et puis j'ai utilisé une semaine et puis après, j'ai amené la puce au Burkina. Mais par exemple, des cas comme ça, quelqu'un qui a utilisé ça, il a fait des transferts et autres. Bon, dans le temps, si tu payes ta puce, si tu veux utiliser ta puce comme porte-monnaie électronique, c'est toi-même qui vas déclarer. Je pense, je ne sais pas s'il y avait un prix à payer, mais ce qui est sûr, il fallait un acte de toi-même, de ta volonté pour dire que tu veux. Mais actuellement, je pense que certains opérateurs, si tu prends la puce d'office, bon, tu as ça, quoi. Voilà, donc quelqu'un qui prend ça, qui fait des opérations, qui récupère l'argent et qui jette la puce, ça va être difficile. Donc c'est dans ce cas-là que je dis qu'il faut, au niveau des utilisateurs, c'est plus la prudence. Voilà, la prudence. Alors merci, nous sommes en tout cas vers la fin de notre émission. Nous allons accorder 1 minute à chacun d'entre vous pour donc aborder un sujet de la question que nous aurions pu aborder, mais que nous n'avons pas pu faire. On va commencer par monsieur le journaliste d'investigation, monsieur Bano. Je pense surtout que il y a lieu d'insister sur le fait que la lutte contre la corruption doit être en tout cas l'affaire de tous, et que surtout au niveau de nos gouvernants, ceux qui sont là-haut, comme on a toujours dit, le poisson il pourrit toujours par la tête, que les gens du haut là puissent en tout cas donner le bon exemple et utiliser en tout cas à bon escient les différentes facilités que l'éthique donne pour pouvoir en tout cas s'engager résolument dans cette lutte-là. Il n'y a que par là que notre salut viendra. Sinon, si on laisse le processus tel qu'il est enclenché suivre son cours comme ça, je ne sais pas ce que le pays deviendra dans quelques années, parce que la corruption, telle que ça évolue, je crois que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Il faut que quelque chose soit fait. Monsieur Conseiller de l'ANPETIC. Merci. Moi, je dirais quelque chose qui se fait peut-être à notre niveau. Sous la transition, on a créé, en tout cas pour notre ministère, des comités anti-corruption, 3 pour le ministère, au niveau du cabinet, au niveau de la SONAPOS et puis au niveau de l'Agence nationale d'éthique. Voilà. Nous, à l'ANPT, on a eu des rencontres avec nos collègues pour les informer, puisque notre première mission, c'est sensibilisation. Ensuite, on a rencontré des sociétés évoluant dans le domaine des TIC télécom comme informatique. On a envoyé pour se présenter, les dire qu'on est là. Voilà que s'il y a des choses qu'ils entendent, qu'ils viennent nous voir. Maintenant, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est aller vers le grand public pour dire que voilà, nous, on nous a créé, on a dit que s'il y a des choses, voilà ce qu'on peut faire. Maintenant, si je trouve que nous-mêmes, étant du public et c'est des privés, on s'entend pour aller contre les intérêts du peuple, que les gens puissent nous tenir, qu'ils puissent nous poursuivre. Ouais, si même, par exemple, puisqu'on a dit que ce n'est pas seulement le public et le privé, par exemple, on dit de construire une route et puis on s'entend à faire des choses, le peuple doit être vigilant, ne pas nous laisser pour dérailler, quoi. Voilà, donc je pense que c'est un peu ça. Et on a demandé vraiment tout ce qu'on a rencontré. Plutôt que d'aller bavarder, dire quoi, écrivez-nous ou saisissez-nous
officiellement. Voilà, moi je pense qu'il faut aussi que, on a parlé beaucoup d'anonymat, à certains moments je dis qu'il faut que nous, on ait le courage de pouvoir affronter, dire voilà, ça va pas, ça va pas, plutôt que de, par exemple, si quelqu'un t'a extorquer de l'argent, si tu veux de l'argent, tu ne peux pas rester dans l'anonymat pour récupérer. Donc, à ce moment, il faut qu'on ait le courage d'affronter et de déclarer. Voilà. Merci. Monsieur Drago de l'ALC. Je dirais que la corruption, c'est le mal du siècle. On pense au sida, mais la corruption est encore plus dangereuse. Et je crois que tous les efforts doivent être conjugués pour combattre ce mal. C'est vraiment notre existence qui est en jeu, surtout en tant que pays sous-développé, qui n'avons pas de moyens. Voilà, donc on ne peut pas vraiment se payer vraiment ce luxe-là de laisser la corruption vraiment prospérer. Il faut qu'ensemble on se lève pour le combattre. Et je profite pour remercier la presse. Votre Burkina 24, la presse dont M. Bama également c'est l'un des représentants, parce que l'une des principales sources d'information de l'ASE aujourd'hui, c'est à travers la presse. Voilà, donc vraiment, en tout cas, on les encourage. On souhaite que tout le monde participe vraiment à lutter, à dénicher, à détecter vraiment toutes les informations qui mènent vraiment à la traque de la corruption. Tout ça, ça participe vraiment à la lutte. Encore une fois, grandement merci vraiment. Et chers auditeurs, nous avons été ravis de recevoir nos invités pour animer l'édition des débats des hommes intègres sur les sujets technologie de l'information et de la communication et lutte contre la corruption. Nous étions avec M. Ladji Bama, rédacteur en chef du journal Le Reporter, journaliste d'investigation, M. Barthélémy Concebo, ingénieur informaticien, conseiller technique du DG de l'ANPETIC, l'Agence nationale pour la promotion des TIC, et il est également président du comité anticorruption de l'ANPETIC. M. Mamadou Drago, contrôleur d'État, chef par intérim du département de la lutte contre la corruption au niveau de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption. À l'animation, Bourema Lankwande, ce numéro du débat des hommes intègres sur la radio B24 consacré à la lutte contre la corruption par l'éthique s'achève. Merci à vous, nos invités, pour votre fidélité. Merci également aux auditeurs. Nous n'oublions pas l'équipe administrative qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette émission. Rendez-vous la prochaine fois pour une autre édition du débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres. Le débat des hommes intègres, une émission de décryptage sur les grands sujets du moment. Le débat des hommes intègres, c'est sur la radio B24.